Bonjour, bonsoir à tous. Cette fois-ci, je reviens sur l'interview, la vidéo que j'avais fait la semaine dernière, et on va parler des différentes étapes pour que votre ITV soit, on va dire, cinématique, c'est-à-dire un petit effet cinéma. Alors, c'est un peu con de dire ça parce qu'il n'y a pas d'interview au cinéma, mais j'ai envie de dire que ça soit plutôt dans une configuration, on va dire, Netflix. Si vous regardez les documentaires sur Netflix, alors pas tous, mais certains, qui sont entrelacés d'interviews de personnes voilà, qui parlent, voilà, et qui interviennent, eh bien, on remarquera que Netflix apporte la petite cerise sur le gâteau sur le fait que ces interviews ne sont pas des interviews qu'on pourrait voir à la télévision. C'est vraiment des interviews très cinématographiques, c'est-à-dire qu'on pourrait croire, si la configuration n'était pas une configuration d'interview, que ça pourrait être, juste en regardant l'image, une fiction. On regardait ça ensemble. Juste avant de commencer, je vais regarder enfin, je vais répondre plutôt à une question qui était posée sur justement la vidéo précédente qui était sur faire des interviews dans des espaces réduits, qui est assez intéressante. On va tout de suite regarder, qui est super sujet car situation hyper fréquente en vidéo corporate. C'est vrai que la diagonale apporte le point de fuite qui est mieux à capter, le regard, je trouve. Je n'avais pas pensé au néon, nanana. Juste un truc. Après un complément, j'aimerais bien savoir ce que tu préconises comme objectif en large et en plan serré dans le type de situation où le flou d'arrière-plan est hyper important. Personnellement, j'utilise un 24-70 et un 70-200 qui ouvre à 2.8. Et souvent, je trouve que c'est pas assez flou sur le plan large. Je me pose souvent la question de la pertinence d'une focale de type 25 mm, donc à une ouverture plus grande, hein, genre type 1.4, à mettre en fixe, quitte à cropper en post-prod à partir de Roche en 4K ou plus. Qu'en dis-tu? Alors très sérieusement, les ITV à focale fixe et vous croppez, ça c'est pas possible. Non, 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 ça c'est juste pas possible. C'est dégueu, c'est horrible, puisque on a réellement le sentiment qu'il y a un grossissement dans l'image, dans le sens où euh, il n'y a aucun effet de focale, puisque la focale, le changement de focale apporte un point de vue différent. Enfin, pas tout à fait un point de vue, parce que le rapport de la caméra et de la personne reste la même, mais apporte surtout une profondeur de champ différente. Voilà. Et du coup, ça sent l'arnaque quand on crop. Et puis, voilà, même si on tourne en 4K, quand on zoome en post-prod pour faire du plan x2, parce que généralement, quand on resserre, c'est x2, on a tendance à multiplier par 2 ou à diviser par 2 la hauteur. Très sérieusement, la résolution en prend un sérieux coup, quoi. Même si 4K, c'est 4 fois HD, ça en prend un sacré coup. Donc, le coup du 25 mm, on crop, c'est pas possible. Pour moi, le mieux, effectivement, ça serait plutôt, si l'espace le permet, de garder le 70-200 et de toute façon, d'un plan large à un plan serré, il vous faut au minimum un rendu d'une valeur de cadre. Ça veut dire que le plus large peut être un plan taille et le plan serré peut être un plan poitrine. Donc si on prend un 70-200 et qu'on s'imagine qu'on est au 70 mm en taille, ça voudrait dire que la valeur serrée serait au 140 mm. Donc ça veut dire qu'il reste encore un peu de place pour éventuellement resserrer. Resserrer pour arriver à un gros plan, ça voudrait dire être au 140 ou 280 mm, ce qui nous reste un peu limité. Mais ça nous permet éventuellement de faire un petit effet un peu plus serré que du plan serré. Mais par contre, ça nécessite forcément au 70-200 d'avoir du recul. Puisque si vous devez avoir un plan poitrine au 70, eh ben vous avez intérêt à prendre plus de recul que si vous étiez au 24-70. D'autant plus que si vous avez la possibilité, pour le coup, de le faire avec une caméra qui a un capteur full frame, et donc que le 70-200 remplisse le full frame, eh bien du coup, on aura quand même le sentiment, on aura la possibilité, comme avantage, de se rapprocher du sujet, puisque évidemment l'angle de champ ne sera pas le même. Et tout de même, de bénéficier de la faible profondeur de champ du 70-200 et puis évidemment travailler à 2.8. J'en reviens maintenant sur No Film School, les différentes étapes pour avoir quelque chose de plus cinématographique. Alors, on va voir ça ensemble.
Alors, eux, ils présentent 10 étapes, mais les 2 dernières étapes, enfin les 3 dernières étapes, c'est plutôt le son et les questions. Donc il y en a principalement 7 qui nous intéressent. Donc il y a une petite vidéo là-dessus qui explique. Mais en gros, pour détailler tout ça, number one, c'est choisir l'emplacement. Alors lorsque vous cherchez un emplacement, commencez à chercher à ce que vous ne voulez pas dans le cadre. C'est sûr qu'une poignée de porte, un extincteur, un interrupteur, des merdes comme ça, c'est pas la peine. Bien que cela semble contre-productif, savoir ce que vous ne vouliez pas dans la prise de vue facilitera la recherche du bon emplacement à long terme. Surtout quand il n'y a pas grand-chose. L'installation près d'une porte ou tout espace qui donne de la profondeur au cadre est un excellent endroit pour prendre des photos, enfin pour prendre une image. Évidemment, si par exemple, en arrière-plan, vous avez genre un couloir qui part, eh bien, tant que vous avez de la profondeur, c'est toujours bon et bénéfique d'en prendre. Puisque plus vous avez de la profondeur, plus on verra qu'en lumière, on peut y faire des choses, et plus on a le sentiment tout de même que, enfin voilà, profondeur égale faible profondeur de champ, égale effet cinéma. Voilà, on va pas se leurrer. Il est important de ne pas le placer la personne juste à côté du mur. Évidemment, pas d'interview contre le mur, encore moins perpendiculaire au mur. C'est nettement dégueulasse. L'emplacement, numéro 2, l'emplacement de la caméra. La caméra doit être inclinée légèrement plus bas que les yeux pour lui donner une impression d'avoir l'autorité sur la caméra. Donc ça veut dire, moi, c'est pas un truc forcément que j'aurais pensé, mais pourquoi pas. Donc un axe un peu plus bas pour lui donner une impression comment dire, oui, d'impression d'avoir une autorité sur la caméra. Ouais. Alors attention parce que il y en a beaucoup qui sont très, surtout des artistes, qui connaissent très bien les techniques d'interview, je peux vous dire, surtout la lumière et le cadre, et donc qui refusera catégoriquement de se faire filmer par le bas. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut savoir, donc méfiance. Filmer l'interview à 24 images par seconde avec une vitesse d'obturateur simple de 1 divisé par FPS x 2. Bon, si vous êtes à 24 images par seconde, ça fait 1/48e. Mais ça, c'est moitié vrai. Si vous êtes simplement à 25 FPS, ça suffit. Le 24 FPS, 25 FPS, c'est pas ça qui fait réellement le côté cinématique. Ce qui fait le côté cinématique, c'est de le faire en 25 FPS ou 24 FPS au lieu de le faire à 50 images par seconde en mode entrelacé. Alors, à savoir le 50i. C'est complètement... là, pour le coup, vous êtes loin de l'effet cinématique si vous filmez en entrelacé. Mais si vous filmez avec des boîtiers, ce sera plutôt difficile d'avoir du 50i là-dessus. La manière traditionnelle d'encadrer les talents consiste à les positionner sur le tiers gauche ou le droit du cadre. Donc effectivement, on le place à droite ou à gauche. Évidemment, on met de l'air dans le bon sens, hein, comme ici par exemple l'exemple de cette photo où la personne est placée gauche cadre, regard droite cadre. Alors je trouve moi personnellement que le regard est un peu trop divergent. Ça veut dire que j'aurais tendance à ramener la personne qui pose des questions un peu plus près de la caméra pour éviter justement d'avoir un effet de regard perdu. Quoique, un autre avantage, c'est que plus le regard de la personne interviewée va être divergent, plus vous allez pouvoir diverger aussi la keylight. Justement, bonne transition, configuration d'une keylight. La lumière principale est la source de lumière qui attirera l'œil du public sur le talent et sur l'utilisation d'une lumière traditionnelle avec une boîte à lumière inclinée à 45 degrés diffusera la dureté de la lumière et donnera au talent une forme et une mise en valeur flatteuse. Alors, une boîte de lumière inclinée à 45 degrés, donc 45 degrés c'est l'angle incident par rapport au sol. C'est pas l'angle par rapport à la caméra. Évidemment, plus la lumière est dans le sens, ça c'est important, c'est-à-dire que si par exemple, on prend cet exemple ici, la personne regarde droite cadre, il est plus judicieux dans ce cas-là de mettre la keylight à droite cadre plutôt qu'à gauche cadre. Parce qu'en gauche cadre, automatiquement, vous allez renforcer l'effet de contraste, vu que le regard n'est pas dans le bon sens. Et justement, si la personne regarde ici droite cadre, vous allez mettre donc la keylight comme ici dans cette image à droite cadre. Et la lumière va pouvoir arriver par rapport à la personne de façon face, voire même vous pouvez y aller encore grappiller un peu plus. Et vous allez pouvoir renforcer le côté contraste sans même créer trop d'ombre sur le visage, puisque la personne se tourne vers la lumière. C'est pour ça que je disais que plus la personne a un regard divergent, plus on a le sentiment que... enfin, c'est pas qu'on a le sentiment, c'est que plus ça sera beaucoup plus facile
d'écarter cette K-Light et de la ramener plus en latéral que vers face à la caméra. Mais tout ça encore dépend encore d'une chose, c'est évidemment de la morphologie du visage. Il y a des visages qui sont très fins, qui prennent très mal la lumière, c'est-à-dire que le fait simplement de se décaler de quelques degrés de la face et très vite on tombe dans le contraste. Si vous avez un visage rond, forcément, va falloir aller vachement latéral pour pouvoir faire du contraste. Ensuite, boîte à lumière, évidemment, lumière douce, surface large. Donc si vous avez un cob, mettez-y un Octaplus et non pas une lanterne, parce que le problème de la lanterne, c'est que ça va envoyer de la lumière de façon assez omnidirectionnelle, qui va réfléchir partout et qui risque justement de trop éclairer, non pas le premier plan, mais forcément ce qui arrive derrière. Puisqu'on sait très bien que la lanterne, c'est ce genre de 2000 boules chinoises qu'on place sur les cobs. Un envoie de la lumière face en direction directe sur le sujet, mais on voit aussi du bounce, de la lumière rebond, du fait que ça tape sur les murs, le plafond, etc. Donc là, pour le coup, ça serait plutôt un Octaplus avec Snapgrid. Alors, si la lumière principale se répand sur le mur et crée des doubles ombres dures, utilisez une grille en tissu pour contrôler la direction de lumière. Alors, je ne dirais pas tout à fait ça. Je dirais que si la lumière principale éclaire le fond, éclaire l'arrière-plan, du coup, vous n'avez plus la possibilité d'éclairer l'arrière-plan comme vous avez envie. On met un Snapgrid. Donc, Snapgrid, c'est ce genre de grillage, ce damier qu'on met sur les sources larges, qui permet de contrôler le flux et de pouvoir l'envoyer de façon dans une direction bien précise. Et ça vous évite d'éclairer l'arrière-plan. Et du coup, l'arrière-plan, vous en faites ce que vous voulez. Vous l'éclairez de la façon comme vous le voulez. Donc, c'est pas tant les ombres, dans le sens où si vous êtes sur une direction de lumière un peu 3/4 face, l'ombre, elle va être un peu plus éloignée et elle sera généralement au sol, vous la verrez pas. Voilà. Ajoutez un rétroéclairage. Alors, l'éclairage au plafond dans un tournage intérieur inondera votre configuration d'éclairage. Donc, si vous mettez un autre source rebondi sur le plafond, ça risque d'inonder. Alors après, tout dépend si vous avez de la profondeur ou non. Si vous avez de la profondeur, vous aurez moins le problème. Si vous n'avez peu de profondeur, là, vous allez inonder. En revanche, ce que moi j'appellerais plutôt la traduction de rétroéclairage, c'est plutôt une backlight. Alors attention, sur la lumière de contre, si vous voulez vraiment que ça soit un aspect cinématographique, je vous conseille de négliger le contre. C'est-à-dire que le contre ne soit pas trop présent. Le contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous voulez avoir quelque chose de très cinématographique, il faut absolument aller à l'opposé, aux antipodes des techniques d'interview de la télévision. C'est comme ça. Si vous voulez quelque chose de cinéma, il faut aller aux antipodes de la télévision. Pour que les marqueurs soient bien bien éloignés l'un de l'autre. Autrement dit, en télévision, il y a un code qui est très répandu et qui est très utilisé, c'est le contre. Alors, le contre, un éclairage contre, généralement en télévision, est à 0, c'est-à-dire, enfin, non, enfin oui, est à 0, c'est-à-dire que c'est la même quantité de lumière qui arrive à la face qui est envoyée en contre. Si on envoie, je sais pas moi, 5000 lux à la face, en contre, on va envoyer 5000 lux. Donc les contres doivent être très discrets, très légers, et non pas prédominants, c'est-à-dire qu'on voit l'effet de contre. L'effet de contre, pour le coup, ne fait pas du tout effet cinématographique. Justement, en 2023, depuis ces quelques dernières années, on s'aperçoit que dans le domaine de la fiction, il y a une genre de boudage du contre. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des lumières uniquement par une keylight, sans forcément y imposer un contre. Le contre est presque devenu tabou. Regardez les images en règle générale, la mode, l'esthétique mode qu'il y a en ce moment, c'est une keylight très faible, plutôt en loquet, et deux, l'absence de contre. Donc un contre peut-être, mais pas trop fort. Vraiment pas trop fort. En fait, exactement comme on voit sur l'image. C'est-à-dire que si l'image, on a un contre qui existe, mais qui est relativement très discret. Vraiment très, très, très discret. Et les trois quarts comptes, c'est pareil. Les trois quarts comptes, c'est tellement facile de faire des kicks comme ça que non, en 2023, c'est banni. Franchement, regardez les ITV. Il y a certaines ITV. Je voulais vous montrer des ITV, mais je sais pas pourquoi l'autre fois ça marchait. Je pouvais vous montrer des exemples Netflix. Et puis là, quand je mets le Netflix, j'ai un écran noir. Il refuse la capture. Pourtant, je l'ai fait sur ma vidéo manifeste et ça a fonctionné. Mais là, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous montrer. Regardez les ITV du documentaire Grégory sur Netflix. Il y a une ITV qui est très intéressante. Enfin, les ITV sont très intéressantes justement, car elles sont très cinématographiques. Elles sont posées justement
sur le fait qu'on n'est absolument pas dans une ITV documentaire télé, quoi. Ajouter une lumière de fond. Alors justement, si vous regardez l'interview, vous verrez qu'ils mettent toujours une petite lumière dans le fond. Si, pour pousser la profondeur encore plus loin, ajouter une lumière en arrière-plan pour séparer encore plus le premier plan de l'arrière-plan. C'est-à-dire que justement, comme vous avez mis un snap grid sur la boîte à lumière, vous avez la possibilité de canaliser le flux. Et donc, vous avez la possibilité de justement, même si l'arrière-plan est à quelques mètres derrière, de pouvoir avoir quelque chose de sombre. Et du coup, si vous mettez un effet de lumière derrière, vous avez la possibilité de créer une profondeur sans même être obligé de tout éclairer l'arrière-plan. Et comme ils disent, on peut privilégier un effet de contraste de couleur, c'est-à-dire que si on est sur une ambiance un peu froide, vous pouvez mettre une lumière chaude, ou si on est sur une ambiance un peu chaude, vous pouvez mettre une lumière froide. Regardez, encore une fois, je voulais vous montrer l'exemple, mais je ne peux pas, sur l'affaire Grégory sur Netflix. Il y a une ITV de quelqu'un qui est dans un garage, je crois que c'est le photographe, et il filmait dans un garage avec des voitures et derrière. Il y a un effet de profondeur, comme on parlait, une pièce derrière au fond, et vous voyez que vous avez des lumières derrière, tout est sombre, l'arrière-plan est sombre, et c'est éclairé de derrière par des tubes fluo. Et vous avez à un moment donné, c'est assez froid, puis d'un seul coup, vous avez un tube chaud qui se détache des autres et qui arrive. En fait, les tubes sont sur les murs, donc forcément, avec les rencontres, c'est magnifique. Et justement, la personne interviewée n'a pas de contre. Et la face est plutôt un genre de top light. C'est vraiment dosé au millimètre. C'est un top light qui rend un peu le côté un peu dramatique. Je vous conseille sur Netflix l'affaire Grégory. Dès le premier épisode, vous regardez, vous trouverez ça, l'exemple. Ensuite, des lumières pratiques peuvent être ajoutées pour un intérêt visuel, une motivation et un éclairage dans le cadre. Alors ça, c'est le cas justement si vous avez des petites minettes, hein, comme ça, des petits dashs, que vous pouvez donc allumer et placer dans le décor pour justement créer des petits points de lumière, des petits points chauds, des petits trucs, des petits reflets, des petites brillances. Évidemment, pour ça, il faut évidemment s'assurer que les arrière-plans soient sombres. Ensuite, la déco. La déco est importante. Vérifier les arrière-plans, vérifier qu'il n'y a pas une plante juste derrière la personne qui ferait donc un truc un peu chelou, qu'il n'y ait pas un abat-jour qui ferait un chapeau, bref, que ça soit assez peaufiné, travaillé, et surtout que vous ayez conscience de ce que vous filmez derrière. Vous apportez du soin au premier plan, apportez du soin justement à l'arrière-plan, même si celui-ci est flou. Après, possibilité d'apporter une deuxième caméra. Alors, la deuxième caméra, généralement, ça pourrait être deux caméras de face, une qui se fait en serré, une qui fait en large. Mais souvent, on fait justement une caméra plutôt latérale sur slider. Alors, dans l'exemple de l'article et de la vidéo, il pose une caméra sur un petit slider automatisé qui cesse de faire des petits allers-retours, comme ça, avec un petit hybride qui est posé dessus. Et ça apporte du coup un autre axe différent. Et généralement, faites attention, erreur de débutant, faites attention que les deux caméras soient du même sens et non pas qu'elles soient situées de part et d'autre de la personne qui pose des questions. Auquel cas, vous aurez une caméra avec vous aurez un champ avec un regard droit de cadre et un autre qui serait gauche cadre. Ce qu'on appelle l'erreur de la règle des 180 degrés. Donc, mettez tout ce petit monde dans le même sens. Donc, possibilité éventuellement de la deuxième caméra. Après, utilisation d'un curseur motorisé qui vous donne des angles constamment changeants et visuellement intéressants. Donc forcément, si vous slidez comme ça, vous avez une évolution de la perspective du point de vue. Et donc, du coup, vous avez une évolution entre le premier plan et l'arrière-plan, une impression de glissement. Voilà. Ça, c'est important, évidemment. Et évidemment, après, capturer un excellent son, les questions à poser. Et je dirais même plus, pour finaliser cet effet, n'hésitez pas aussi à tourner. C'est bizarre, ils n'en parlent pas ici parce qu'ils ne parlent jamais post-production. Mais pour parler post-production, pensez à travailler en log. Si, je vous assure, même le S-Log 3 d'un A7S3 ou d'une FX3 est très bien. Et ensuite, vous aurez la possibilité soit d'utiliser une lutte, qui sont des luttes qui sont proposées par DaVinci, les 2383, soit vous pouvez aller chercher sur Misiflix des luttes que je mets à disposition, qui sont les références 5209, 5212
12, 17, je sais plus, qui sont des références de pellicule, 500 tungstène et 250 daylight, et qui ont un aspect très cinématographique, évidemment. Et surtout, très important, contrairement à la norme de la télévision, vous voyez, quand on a une image comme ça, et qu'on fait ça avec une caméra de broadcast et de télévision, on s'assure, en termes d'exposition, que le front, ici, donc la période la plus surexposée d'une peau caucasienne, eh bien, se trouve à 70%. C'est-à-dire qu'ici, normalement, on devrait se trouver à 70%. Attention, si vous voulez faire un effet cinématographique, oubliez ça. Ça n'appartient qu'à la télévision. C'est quelque chose qui est très normé de télévision. Faites en sorte que plutôt votre signal, les brillances du visage soient plutôt, on va dire, à 50%. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle dans un type d'éclairage un peu low-key. C'est-à-dire la keylight assez basse et non pas trop haute qui ferait très 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 vidéo. Et surtout une image douce, pas avec des noirs collés, vous voyez, avec des noirs qui, entre guillemets, qui respirent, quoi. Que ce soit pas trop contraste, une image douce, en log. Privilégiez le log pour ça et une petite lutte assez cinématographique que vous pouvez trouver sur Misiflix par exemple. Vous aurez d'ailleurs la petite vidéo là-dessus, vous pourrez la télécharger à la fin de cette vidéo. Voilà, si vous avez d'autres conseils, d'autres choses à formuler, d'autres petites astuces pour rendre vos ITV assez cinématographiques et assez, on va dire, valorisés, ça donne un petit côté, ouais, un petit côté plus, quoi. Eh bien, n'hésitez pas à me donner des petits conseils en espace commentaire, si j'ai dit des conneries. Pensez à liker cette vidéo, à la partager, et pourquoi pas à l'envoyer à ton prochain. Voilà, il y a toujours donc forcément Misiflix pour télécharger la lutte qui vous donnera, quelle que soit votre caméra, un aspect plus que cinématographique. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.